Les erreurs ne sont pas les mêmes. En technologie, si tu veux, c'est par exemple se focaliser sur trop de détails. D'accord. Or, il ne faut pas aller dans le détail. Il faut aller dans le mainstream. Il faut aller dans les choses que les gens attendent. C'est quoi comment dire, les erreurs de base que tu identifies dans les différentes boîtes où tu as fait cette analyse, trucs récurrents qui empêchent justement cette croissance? Que tu parles de mauvaises habitudes ou quoi? J'imagine il y a des trucs qui sont classiques. Bon, oui, mais ça dépend si tu es dans une boîte plutôt technologique ou une boîte qui n'est pas trop à critères technologiques. C'est quand même deux segments très très différents. Tu vois, la dépollution, par exemple, c'est pas très technologique. Il y a des outils en dépollution pour pouvoir savoir si un champ il est pollué, comment il est pollué, etc. Et puis essayer de faire un estimatif pour savoir comment le polluant s'est réparti en fonction de sédiments, de machin, de trucs, etc. C'est pas très technologique. Après, ça reste assez bourrin dans l'approche, c'est-à-dire que tu es dans un truc sur lequel tu vas chauffer la terre pour récupérer par évaporation, récupérer des polluants, etc. Et puis les mettre en matière inerte pour les mettre dans des classes, ensuite des filières qui permettent de stocker ça. Ça, c'est pas très technologique. D'accord. Puis après, tu as des boîtes plus technologiques, les boîtes d'IT, etc. Donc c'est quand même deux... C'est-à-dire que deux approches, toi, quand tu viens, tu analyses ça différemment. Ouais. Et les erreurs ne sont pas les mêmes. Et les erreurs ne sont pas les mêmes. En technologie, si tu veux, c'est par exemple se focaliser sur trop de détails. D'accord. Or, il ne faut pas aller dans le détail. Il faut aller dans le mainstream. Il faut aller dans les choses que les gens attendent. C'est-à-dire que tu peux pas être dans un truc sur lequel tu vas toujours essayer d'aller sur le truc, le cas qui, s'il y a ça, plus ça, alors ça. Non, oublie. Tu le perdras le client. C'est pas très grave. Et puis, il y a le good et le bad dollar. Il y a le client qui, sur son marché, en fait, va être référent. Et donc celui-là, il a une grosse valeur de dollars, puisque quand tu l'as, ça permet de dupliquer en fait dans le même marché vertical. Et puis tu as le client bas de dollars, qui en gros, si tu l'as, ça va rien changer en fait sur ton business, parce que ça fera pas des petits. Donc ça, c'est de la technologique. Dans le non technologique, c'est un petit peu différent l'ambiance. C'est-à-dire que là, tu es dans un truc sur lequel il faut que tu vises l'excellence dans tout ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu es dans un environnement sur lequel, finalement... je reprends l'exemple de la dépollution. Quand tu arrives avec des diggers, des tractopelles, des trucs pour enlever la terre, la foutre dans un endroit, etc., il n'y a rien de technologique là-dedans. C'est des trucs de base. Il y a des camions qui viennent, tu fous de la terre dedans, tu l'isoles quelque part, tu fais un traitement. Bon, c'est pas très technologique. Par contre, il faut que tu sois précis. D'accord. C'est-à-dire que les marges dans la technologie, les marges peuvent être de 80%. Ou 90%. Quand tu es dans la non-technologie, tu es dans des marges qui sont très faibles, 20, 15, 12, 18. Donc tu es dans un truc sur lequel, là, la finance est maître. C'est-à-dire ton PNL, c'est ça qui va dicter en fait que ta boîte, elle va être successful ou pas. Dans l'autre, tu peux faire des erreurs. C'est pas très grave. Tu vois, parce que en fait, tu as tellement de marge que c'est facile. Là, beaucoup plus compliqué. Donc les erreurs, c'est de ne pas être bon au niveau du PNL et de la finance dans celle qui est non technologique. Et puis les erreurs de l'autre côté, c'est d'être trop pointilleux sur des trucs qui fait que tu te perds dans le détail et tu vas pas dans le mainstream. Les exemples, juste pour revenir sur la technologie très rapidement, les meilleures boîtes en fait que j'ai connues, parce qu'on a connu beaucoup de boîtes en fait dans les années 90, 2000, des boîtes de techno, j'en ai entendu parler, très vite elles ont disparu. Alors elles avaient la meilleure techno, mais elles n'ont pas marché. Elles n'ont pas marché parce qu'elles n'étaient pas bonnes en com, déjà, bon, c'est un truc, mais surtout parce qu'elles se sont noyées dans un truc, si tu veux, de détail à un moment donné. Et puis les gros sont arrivés, ils ont fait « Ah, c'est vachement bien lui ce qu'il fait. Tiens, je vais faire en partie ce qu'il fait, puis boum, en rouleau compresseur, je vais prendre le marché. » Et il les a tués, ou il les a absorbés pour 3,50 francs 50. Donc tu vois, c'est un peu ça le... Et en même temps, tu as une boîte comme Apple, où j'ai l'impression qu'eux, ils ont été ultra dans les détails. Bah non. Pourquoi dans le détail? Non, à un moment donné, en fait, ils ont pris l'idée, ou pas pris l'idée, parce que j'avais rencontré un gars qui est français, qui est bordelais, et qui a inventé cet instrument de musique, là,
c'est un truc là, digital, machin, j'ai plus le nom en tête. Et lui, il me dit, moi j'avais rencontré à l'époque, effectivement, les gens d'Apple pour leur montrer ce que je faisais, et ils ont piqué mon idée. J'ai voulu le croire, hein, j'ai voulu me dire que c'était plausible. Ouais. Apple, ils ont juste fait à un moment donné un bridge technologique. C'est-à-dire qu'ils ont parié sur le fait que l'écran tactile allait être l'avenir. Apple, c'était une merde il y a 15 ans. Ouais. Ça valait rien. Personne n'utilisait Apple. Il y avait 3 mecs qui faisaient du graphisme. Ouais, on fait de l'Apple, machin. Oui, c'était 3 pelés intondus. Ça perdait de l'oseille. C'était pas. Et puis tout à coup, il y a eu effectivement le smartphone, l'arrivée du smartphone, les tablettes, etc. Ça a été en fait le Apple qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Et en fait, sur une idée qui était de parier l'écran tactile. C'est d'ailleurs, en technologie, c'est marrant parce qu'à l'époque, moi j'ai toujours été, j'ai essayé d'avoir une vision sur la techno tout le temps, être un peu en avance de phase. Je me suis rarement trompé, et je me suis trompé sur cet aspect-là. J'ai pensé que le tactile n'avait pas marché. J'avais du BlackBerry à l'époque et je me disais non mais il faut un clavier. Pour envoyer des mails, il faut un clavier. Et en fait, on a réussi à faire un truc avec l'écran tactile qui est tellement pointu qu'aujourd'hui, en fait, force est de constater qu'il n'y a plus que ça, et c'est génial. Et bravo Apple pour ce truc-là, quoi. Ils ont fait un... Mais c'est pas le détail, ça. C'est non, un bridge. À un moment donné, bam, tu swaps et tu dis, ça, c'est le standard. Et dans ce que tu fais, tu le fais bien, et tu te perds pas dans 20 000 features. C'est dans ce C'est sens-là. ça. Ils n'ont pas sorti 15 téléphones. Hein. Ils ont sorti des téléphones au fur et à mesure du temps. Tu vois, de plus en plus de features, etc. Il y en avait un. Le premier iPhone, quand il est arrivé, si tu veux, c'était un truc, voilà, c'était simple. Voilà. Et puis après, tac, t'avances. Un format. Tu vois, un écran, un format. Pas 12 écrans, 12 formats. En fait, c'est ça le truc. Quand tu veux scaler en manufacturing, moi j'ai eu à un moment donné, enfin tu le sais, je t'en ai parlé, j'avais eu une marque de boxe. Et ça a été mon expérience la plus douloureuse parce que c'est vraiment un truc de dingue. Tu te dis à un moment très vite, tu te retrouves avec 1000 références et tu fais, je sais pas, 500 000 euros de chiffre d'affaires, quoi. Et tu as 1000 références. C'est l'enfer. Le stock, le machin, c'est l'enfer. Parce que des références, c'est t'as un gant de boxe, il est bleu en 12 oses, puis il est rouge en 12 oses, puis il est noir en 12 oses. Donc tu as déjà 3 références sur un truc. Puis tu as 14 oses, 16, 8, 6. Enfin, tu en as dans tous les sens. Des t-shirts, pareil, XL, L, S, XS. Donc ça, c'est l'horreur. C'est toujours ce que je dis. Le succès en manufacturing, c'est d'avoir 1, 2, 3 produits et de scaler ça. De tuer un maximum de produits pour aller sur le mainstream. Wow. C'est ça, en fait, Ou de s'appeler Amazon et être un fou furieux. Ça, c'est autre chose. Amazon, il a vendu des bouquins au départ. Ouais. Quel est ton conseil pour moi pour recruter des profils comme le tien, c'est-à-dire qui peuvent amener cette cette structure, cette rationalisation de business? C'est quoi en termes de recrutement, les skills, les compétences, le type de formation, enfin, si tu devais me donner les clés pour faire ce genre de recrutement? Alors, j'ai pas envie de paraître prétentieux, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens, ou de structures qui existent et qui proposent ce que je propose. Okay. C'est-à-dire où tu es dans le top 5 et tu as des mecs qui te font des Anderson, etc., qui te font des super spreadsheets et des belles PowerPoint, etc., mais ensuite qui sont pas là pour l'exécution, où tu as des mecs qui exécutent bien, mais qui sont pas capables de t'aider pour le strategic thinking. Donc c'est très dur de faire les deux, en fait. Après, tu sais, quand je vais dans les boîtes, dans l'accompagnement des boîtes, dans le scale, je fais aussi le recrutement. C'est très rare quand je prends un job de CEO, je le fais pour Jaguar Network à Marseille, qui est la boîte qui a été revendue à Free, qui est l'entité B2B de Free. Mais là où j'interviens beaucoup, c'est une fois qu'on a mis le plan en place et qu'on est d'accord sur le plan stratégique, faut recruter les gens et l'équipe A, on va dire, pour pouvoir exécuter le plan. Et c'est vrai que je recrute parfois les CEO, CFO, CMO, tout ce que tu veux, etc. Et j'ai du mal à... Déjà, il y a un truc qui m'étonne, alors beaucoup en France, c'est cette... parce que moi, tous mes entretiens, en fait, quand j'arrive dans une boîte, je parle toujours anglais. C'est le truc de base, c'est de leur parler anglais parce que je veux que les gens ils soient à un meilleur niveau dans la langue étrangère parce que l'idée, c'est quand même en général d'aller à l'international. Et tu t'aperçois qu'on a beaucoup de difficultés en France à parler les langues.
Et c'est probablement ça qui empêche le scale de pas mal de boîtes françaises à l'international. C'est déjà, quand on s'exprime en anglais, on doit pouvoir s'exprimer en anglais comme on s'exprime en français. Alors ça paraît facile de le dire, c'est moins facile de le faire, parce que tu as beau avoir été à l'école, avoir fait plein d'années d'anglais, etc. Si tu n'as pas vécu dans un pays où si tu n'as pas été contraint de parler toute la journée en anglais, c'est très compliqué. Mais je suis déjà assez étonné, à un niveau assez élevé, de gens qui ont déjà un problème pour s'exprimer correctement dans la langue anglaise. Je ne te parle pas de langues hautes comme espagnol, italien, etc. Mais déjà en anglais. Ce qui est la base aujourd'hui. Parce que quand tu regardes, en tout cas mes enfants et nos enfants, ils sont baignés là-dedans parce qu'ils regardent Netflix en anglais, ils regardent les sous-titres. Et j'ai l'impression qu'ils parlent beaucoup mieux que, alors j'allais dire notre génération, la mienne en tout cas. Toi, c'est un peu différent parce que tu es plus jeune. Mais nous, on a les cinquantenaires, là, ils ont beaucoup de mal à parler la langue anglaise. Donc, toi, c'est la première étape. L'anglais. Première étape, c'est anglais, pouvoir t'exprimer correctement. Okay. Et ensuite, après, comment tu identifies, parce que j'imagine bien le genre de profil qui reste dans une boîte après un discours comme le tien en disant « je suis pas là pour être votre ami, on est là pour gagner, on est là pour scaler ». Tu as tous les premiers de la classe qui aiment bien la performance, avoir des bonnes notes, qui se disent « génial, je vais me dépasser ». Puis tous ceux qui sont là pour avoir une bonne ambiance, ils se barrent. Comment tu identifies ces premiers de la classe, en gros? C'est ces profils-là qui vont aimer ce type de management que tu vas mettre en place? Alors, je trouve que ton truc de premier de la classe, c'est pas une certitude, ça. D'accord. Tu peux avoir des gens qui sont pas forcément premiers de la classe, mais qui, sur un discours un peu motivant, vont se motiver, vont pas être forcément bons au départ. Moi, je donne toujours la chance au produit. Je suis pas dans un truc sur lequel je suis pas euthanaseur, tu vois. Je suis pas là pour te fumer parce qu'on a fait un entretien, tu m'as pas plu, tu as une sale tête, tu me reviens pas, c'est pas ça. Moi, c'est du très concret. C'est toujours quand je vais en entreprise, déjà, il y a un truc qui est fondamental, c'est les valeurs. Tu sais, on parle de valeurs. Mais qu'est-ce que c'est les valeurs, comment tu les définis, etc. Et moi, il y a une valeur qui est importante, c'est l'intégrité. C'est-à-dire, et l'intégrité, je la définis à chaque fois. Je dis, voilà, l'intégrité, c'est pas compliqué. C'est tu dis ce que tu fais ce que tu dis. Donc ça, c'est une valeur pour moi qui est tout en haut dans une entreprise. Après, on peut parler du teamwork, on peut parler de tout un tas de choses, mais l'intégrité, c'est un fondamental. Donc moi, je préfère un cancre intègre qu'un premier de la classe qui n'est pas intègre et qui joue la diva. Si cet échange a fait écho avec ton propre cheminement, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai rédigé pour les papas, patrons, pèlerins. Adieu la culpabilité des parents entrepreneurs. J'ai mis à l'écrit 17 pensées qui m'ont aidé à réduire de 30% ce sentiment de culpabilité. Tu sais, cette impression de ne pas être assez présent pour ma famille, pour mon travail. Pourquoi 30%? Tout simplement parce que ce sentiment ne disparaît jamais vraiment. Bien géré, il est un indicateur, mais non contrôlé, il fait beaucoup de dégâts. Cela fait des années que je travaille sur ce sujet, car la culpabilité est très présente en moi et c'est un sentiment qui se transmet de génération en génération. Et je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Trop lourd à porter. La culpabilité, c'est porter l'entière responsabilité des événements. Dans l'e-book, je te partage aussi un cheminement mental pour t'aider à discerner ta part de responsabilité. Au lieu de te flageller, encaisser, faire le sauveur, de plutôt responsabiliser les gens autour de toi. Il est gratuit et il te suffit de cliquer dans le lien dans la description. En le téléchargeant, tu t'inscris aussi à ma newsletter où je te partage mes nouveautés. Bisous.